les anciens et anciennes ministres, ils me manquent presque. Oh là là. Hey, bienvenue dans un nouvel épisode de Société tout. Société, qu'est-ce que c'est? C'est une série de vidéos que je fais pour parler de société, d'actualité et de toutes les absurdités qui en font partie. En ce moment, il se passe beaucoup de choses, je ne peux pas parler de tout. J'aimerais bien, parce que j'adore parler. Malheureusement, j'ai pas le temps, et aussi j'ai pas forcément envie de dédier une vidéo à chaque thème intéressant. Donc je vais me contenter de déblatérer sur 3 thèmes que j'ai présélectionnés, accompagnés d'un petit thé. Enfin là, vu l'heure, c'est plutôt une infusion. Vous me jugerez pas, je suis avec mon plaid, il a neigé aujourd'hui, hein, donc faut pas trop en demander. Quand j'ai écrit la vidéo, je me suis dit que j'avais envie de parler de 3 sujets qui étaient quand même plus ou moins liés les uns aux autres. On va commencer avec un sujet réseau social. Ensuite, nous aborderons le climato-scepticisme avec une nouvelle enquête qui est sortie, enfin une nouvelle étude plutôt. Et on terminera avec 2 choses. Un petit peu d'actualité gouvernementale française, on parlera des fameux nouveaux et nouvelles ministres. Enfin, ils sont plus trop nouveaux en vrai, ils ont quasiment 2 mois, mais... Et on conclura avec une petite recommandation culture, enfin recommandation ou pas. Bref, on va commencer et j'espère que c'est pas trop chaud et que je vais pas me brûler. Ça va. Comme je l'ai dit, le premier sujet que j'aimerais évoquer, c'est le sujet du réseau social qui est Twitter, X, l'oiseau bleu, bref, appelez-le comme vous voulez. C'est un réseau social que j'ai très longtemps beaucoup affectionné et en vrai auquel je suis encore énormément attachée parce que c'est un peu mon premier réseau social. C'est un réseau social assez différent des autres selon moi et qui m'a permis de découvrir la merveille qui était les One Direction. Et du coup je suis beaucoup attachée à ce réseau social, je l'ai grandement utilisé, probablement trop à l'époque. Je postais des dizaines et des dizaines de tweets à longueur de journée. Mais bref, ça fait des années que je ne poste plus rien sur X. Mon compte est en privé, je n'accepte personne, je n'aime rien, je ne retweete rien. Mais j'y vais régulièrement, en fait j'y vais quotidiennement pour plusieurs raisons. Suivre l'actualité, de manière générale, puisque je suis pas mal de gens qui parlent de plein de sujets. Suivre la Star Academy. Et regarder des trucs quoi, enfin tout simplement. Mais récemment, vous avez peut-être vu passer, il y a eu une vague de gens qui ont annoncé quitter X, ou en tout cas arrêter de poster dessus au maximum, notamment Salomé Saké, le journal The Guardian, Ouest France, qui eux ont définitivement quitté Twitter, Bon Pote, et il y a eu un peu un appel à quitter Twitter. Et je me suis dit que j'allais en parler, parce que je me pose des questions. Et je pense que c'est intéressant de se poser des questions. Globalement, Twitter, ça n'a jamais été un réseau social hyper sensé, plein de bienveillance et de bonheur et de bonne ambiance. Non, c'était pas vraiment ça. Ça n'empêchait pas d'en faire un bon réseau social selon moi, jusqu'à il y a quelques temps. En 2022, vous le savez, il a été racheté par l'homme le plus riche de la Terre, Elon Musk. Et ces derniers mois, il y a eu la campagne présidentielle américaine. Enfin, je pense que c'est un secret pour personne, mais Twitter, ça s'est transformé en un lieu de propagande, un moyen de propagation de mensonges sur les démocrates, de pression pour faire voter les républicains, pour défendre Trump. Enfin, Elon Musk ne s'en est pas caché. Clairement, Twitter, c'était un outil pour lui pour aider la campagne de Trump. Et pour moi, ça, c'est un problème. Mais ça a dépassé un stade où on a atteint une promotion de la mésinformation. C'est-à-dire que moi, je suis pas beaucoup de personnes américaines sur Twitter, voire pas du tout. Et pourtant, mon compte était inondé de tweets contre Kamala Harris, des trucs faux la plupart du temps, de tweets d'Elon Musk que je ne suis pas, etc. Mais bon, je suis un peu passée outre en me disant c'est catastrophique, Elon Musk, je te déteste, tu fais n'importe quoi, tu es problématique. Parce que en plus de ça, c'est un homme qui ne se cache pas d'être anti-immigration, xénophobe, anti-woke, comme il aime le dire. Il ne promeut rien des valeurs que je porte, mais voilà, je m'étais pas vraiment posé la question de quitter le réseau social parce que j'aime bien me tenir au courant de ce qui se passe. Comme je vous l'ai dit, moi, Twitter, c'est pas un réseau social que j'utilise pour m'exprimer, mais simplement pour observer. Voilà, je suis en privé, personne ne sait que je suis là. Et là, il y a eu cet appel récemment à rejoindre Blue Sky. Blue Sky, c'est un réseau social qui a été créé par un des anciens cofondateurs de Twitter, qui ressemble énormément à Twitter. Comment je le sais? Parce que j'ai téléchargé l'application hier. Blue Sky, ça reste une application qui est également fondée par des gens très très riches, mais pour y avoir passé un tout petit peu de temps, ça a l'air beaucoup moins véhément de manière générale comme réseau social. Pour autant, est-ce que je trouve que c'est une bonne chose de quitter Twitter? Bah justement, je sais pas. Et c'est pour ça que je voulais en parler parce que c'est une vraie réflexion. Est-ce que c'est une bonne chose de quitter définitivement un réseau social et de renforcer le fait qu'il va rester que des personnes d'extrême droite en fait sur ce site? Ça, c'est le premier point. Je suis pas sûre, enfin c'est pas un secret ici, je l'ai dit un milliard de fois, je suis pour le débat, c'est important de discuter avec les gens, etc. Mais en même temps, quand il n'y a plus d'espace de dialogue qui fonctionne, quand
les dialogues sont biaisés par le fait que les tweets d'extrême droite sont mis en avant par rapport aux tweets de gauche ou même d'autres choses, est-ce que le dialogue vaut toujours le coup? Ou est-ce que juste rester pour observer, c'est pas une bonne chose? Est-ce qu'on peut pas quitter le réseau social en tant que publieur, et donc ne plus rien tweeter, mais continuer d'observer quand on est journaliste, etc. Peut-être que ça peut être une solution. Mais c'est juste que Elon Musk, depuis qu'il est arrivé sur Twitter, il a fait que réactiver des comptes qui étaient bannis pour des raisons tout à fait légitimes, pousser à la censure de certains sujets et à l'absence de censure sur d'autres. Enfin, je veux dire, c'est pas un secret que Twitter, c'est un réseau énorme pour la pornographie, par exemple. Et ça, je suis pas sûre que ce soit un truc hyper génial. À partir du moment où on est sur un réseau social où il n'y a plus aucun droit, plus aucun respect, plus aucune éthique, est-ce que c'est pas juste un échec de la démocratie et donc il faut quitter ce réseau social et investir un autre lieu pour mettre en place cette démocratie? Peut-être. N'ayant pas fait mon avis, j'ai téléchargé Blue Sky. Je pense que c'est intéressant pour, encore une fois, les sujets politiques, etc. La question des autres sujets se pose. Moi, j'ai un peu du mal avec le fait de quitter complètement Twitter pour toutes les raisons que j'ai évoquées, mais aussi parce que je suis très nostalgique et que pour moi, c'est un outil pour d'autres trucs aussi. Encore une fois, la Star Academy, c'est bête, hein. Mais c'est un sujet qui parle à plein de gens qui en ont rien à faire de la politique et qui n'est pas vraiment existant sur Blue Sky. Et pourquoi je parle de ça? Parce qu'il y a une volonté politique dans le fait de quitter Twitter, enfin X, en disant on veut plus aider en gros un milliardaire qui se fait de l'argent sur notre dos pour soutenir Elon Musk et qui fait des dingueries avec le réseau social. Mais le problème c'est que si cette volonté politique elle est suivie que par des gens d'une minorité, est-ce qu'elle a vraiment un poids? Je pense que oui, parce que là, au rythme actuel, Blue Sky gagne 1 million d'utilisateurs par jour. Mais en même temps, des personnes qui en ont rien à faire vont peut-être pas quitter ce réseau social en se disant qu'il n'y a pas la même chose ailleurs. En fait, je pense que c'est super intéressant d'aller sur un autre réseau social pour être en accord avec ses valeurs, pour pouvoir reprendre le dialogue. Mais il faut que ça se limite pas aux sujets politiques, parce que même si c'est trop cool d'avoir un réseau social qui peut être dédié à ces sujets, mais le divertissement c'est aussi ce qui attire les gens sur un réseau social, et je pense qu'il faut qu'il y ait des gens qui fassent ce chemin-là, de passer d'un réseau social à l'autre, et qui poussent une communauté autre à rejoindre Blue Sky. Mais ce que je veux dire au global, c'est que Twitter, c'est un peu devenu n'importe quoi, ça m'énerve de continuer à aller dessus, parce que je trouve que c'est un cercle vicieux, négatif, qui promeut que des mauvaises idées, qui est tenu par un milliardaire qui n'a aucune valeur selon moi, qui est anti moi-même en fait. Si je décrivais mes idéaux, il ne voudrait pas que j'existe. Là ça me pose problème de rester dessus, mais en même temps aujourd'hui il y a des choses qui me font encore rester dessus. Mais peut-être que ça changera, et j'espère que ça changera. Juste je voulais en parler parce que c'est un gros mouvement en ce moment et que ça m'interroge. C'est intéressant quand même de voir où ça va aller. Et le deuxième sujet dont j'ai dit que je voulais parler, c'est une étude climato-sceptique de Parlons Climat qui est sortie il y a quelques semaines maintenant, qui, comme son nom l'indique, s'intéresse au sujet des climato-sceptiques en France. Ça fait un peu le lien direct avec précédemment parce que Elon Musk, c'est pas le mec le meilleur en environnement, si vous voulez mon avis. L'idée ici, c'est que j'ai envie de vous faire un peu un résumé de ce qui a été dit parce que j'ai trouvé qu'il y avait plein de choses à apprendre et à tirer comme enseignement. Il faut savoir que l'objectif de cette étude, c'était un peu de vérifier est-ce que c'était vrai que la connaissance était un prérequis à l'action, parce qu'aujourd'hui on a tendance à beaucoup dire que si les Français agissent pas assez ou quoi que ce soit, c'est parce qu'ils n'ont pas forcément l'information. Du coup on mise beaucoup sur les formations sur le sujet climatique, mais est-ce que c'est vraiment ça le problème? Est-ce que en fait les ressentis par rapport au changement climatique reposent vraiment sur quelque chose d'aussi rationnel que juste le fait de connaître les raisons? C'était un peu l'objectif de l'étude, de s'interroger là-dessus, ce qui est très intéressant. Et en parallèle, ça vient s'inscrire dans un contexte où il y a une hausse dans les médias de sujets climato-sceptiques qui remontent, et notamment sur X. Déjà, le premier truc qui m'a un peu frappé, c'est qu'il semblerait que le nombre de personnes considérées comme climato-sceptiques augmente. Alors le taux varie selon les études, mais on est systématiquement au-dessus d'un tiers de la population. Il faut savoir que ce taux, il varie beaucoup parce qu'il y a des études où ça dit même 45%, parce que ça dépend énormément de ce qu'on entend dans la définition de climato-scepticisme, parce que ça va aussi bien d'un climato-scepticisme qui peut être très dur à un truc beaucoup plus mou, donc c'est-à-dire ça va de gens qui dénient complètement l'existence d'un changement climatique quel qu'il soit, à des personnes qui dénient juste le rôle anthropologique, donc c'est-à-dire le rôle de l'humain dans le changement climatique, à d'autres qui savent pas trop, sont pas sûrs, etc. Et du coup, si tu es pas sûr, tu es dans une forme de scepticisme. C'est une proportion très large qui peut être couverte par ces questionnaires, et surtout, selon les questions qu'on pose et la manière dont on les pose, les gens répondent pas pareil. Mais ce qu'il faut retenir, c'est ça, c'est plus d'un tiers de la population
française, ça, il n'y a pas trop de doute. Mais pour nous rassurer quand même, il faut savoir que le taux de dénialistes, donc les personnes qui disent vraiment il n'y a pas de changement climatique, c'est beaucoup plus faible que ça. Et heureusement, faut pas non plus abuser, il y en a pas tant, allez, maximum 10% apparemment, qui sont vraiment en mode cela n'existe pas, vous mentez tous, la science ment. Et globalement, on pourrait se demander, mais est-ce qu'il y a des choses un peu sociologiques, des critères qui font que telle ou telle personne a plus de chances d'être climato-sceptique? Typiquement, est-ce que le sexe joue? Est-ce que le niveau de revenu joue? Est-ce que l'âge joue? Eh bien, oui et non, ça dépend des critères. L'âge, par exemple, ça joue. Globalement, c'est à peu près équilibré sur toutes les tranches d'âge, sauf au-dessus de 65 ans, où là, ça explose. Enfin, ça explose. Non, mais en gros, au-dessus de 65 ans, il y a plus d'un tiers des gens, alors qu'en dessous, c'est un peu moins. Par contre, le sexe, il n'y a pas de différence. Homme, femme, globalement, c'est à peu près les mêmes taux. Un autre critère qui joue, ce sont les diplômes et les revenus. Globalement, plus t'es diplômé et ou plus t'es riche, moins t'as de chances d'être climato-sceptique. Cependant, il faut aussi le relier avec l'âge, notamment avec le fait que aujourd'hui on est de plus en plus diplômés parmi les jeunes générations, et donc l'un implique peut-être l'autre. Est-ce que c'est parce qu'on est plus diplômé qu'on est moins climato-sceptique, ou est-ce que c'est parce qu'on est dans les générations plus jeunes qu'on est moins climato-sceptique? Là, c'est un peu dur de le dire, on peut pas non plus tout rationaliser derrière. Moi, ce que je trouve le plus intéressant, et qui vraiment fait écho à la première discussion, et que je veux aborder, c'est à quel point la position sur l'échiquier politique, l'appartenance qu'on a avec certains partis, pour le coup, ça joue énormément sur le taux de climato-scepticisme. Là, j'ai les chiffres sous les yeux, c'est pour ça que je regarde, mais en gros, parmi les personnes qui votent ou qui se considèrent plutôt de droite, on est à 31% de climato-sceptiques, très à droite 42%, alors que de l'autre côté de l'échiquier politique, à gauche c'est 13% de climato-sceptiques et très à gauche c'est 10%. Alors ça veut pas dire que quand t'es à gauche t'as pas de climato-sceptiques, il y a quand même 10%. Moi je trouve que c'est quand même un problème, mais ça traduit quand même de quelque chose d'autre. Alors c'est pas une surprise, enfin il suffit de regarder les affinités aux partis, ce qu'ils transmettent dans leur programme, etc. C'est en cohérence avec ça. Un truc que là je veux faire remonter, c'est que les personnes qui considèrent ne pas être affiliées à un parti particulier, vous savez celles souvent qui disent je suis ni de droite ni de gauche, je ne corresponds à aucun parti, je suis propre à moi-même, et bien en fait c'est un groupe dans lequel il y a beaucoup de climato-sceptiques, et du coup on se rapproche plus de la quantité qu'on peut retrouver dans des partis de droite. Voilà, je ne sais pas ce que ça traduit, mais probablement quelque chose. Mais je n'en dirai pas plus. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'aussi, en termes d'idées, la moyenne française, elle est très proche en fait d'un climato-sceptique mou. Les personnes climato-sceptiques, c'est pas des personnes qui sont exclues dans leur monde, complètement déconnectées ou quoi que ce soit. Au contraire. Et du coup, c'est assez intéressant. En fait, ça traduit vraiment d'une vision politique, d'une idéologie. Ça interroge sur plein de choses, sur est-ce que les médias, justement, ont pas un rôle d'arrêter de polariser les gens les uns contre les autres, parce qu'il y a le fait que il y a probablement une grande partie des climato-sceptiques qui le sont plus par contradiction ou volonté de contradiction avec les personnes prônant l'écologie, qui voient souvent comme une forme de menace presque, que comme vraiment une envie de nuire à l'environnement. Ça revient très rarement dans les entretiens que Parlons Climat a fait, et c'est intéressant de le noter. J'ai pas vraiment de fin sur cette partie, c'est juste que je voulais en parler parce que je trouve l'étude intéressante, et je me demande un peu c'est quoi la solution. Je pense que ça passe vraiment par un rôle des médias, et notamment des réseaux sociaux. Il faut essayer d'arrêter de renforcer le clivage et vraiment travailler sur les discussions les uns les autres, parce que malgré tout, pour moi, ça passe beaucoup par là. On passe au dernier thème. Après ma vidéo sur les législatives, vous vous rappelez un peu, j'ai fait une petite pause un peu plus longue que prévu, bon pour plein de raisons, mais aussi parce que c'était assez difficile pour moi de revenir après une élection que j'avais considérée comme réussie pour la gauche, dans le sens où c'est peut-être pas une victoire comme on aurait aimé, dans le sens où c'était pas une majorité en termes de chaises à l'Assemblée nationale. Cependant, ce n'était pas une défaite, contrairement à tous les autres partis. Emmanuel Macron lui-même avait dit que c'était une défaite pour la majorité sortante, et pour moi ça aurait dû s'arrêter là, et il y aurait dû y avoir une prise en compte des votes de la population française. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Il y a clairement eu, selon moi, un déni de démocratie. Il y a eu un vote dans lequel le groupe présidentiel et les Républicains se sont présentés séparément. Ils ont fait campagne séparément, les uns contre les autres, c'est-à-dire que les LR n'ont jamais prôné la Macronie, et aux yeux des personnes qui les ont élus, ce sont bien deux groupes différents. Mais c'est vrai que si on somme ces deux groupes, ah là, ils passent devant le nouveau Front Populaire. Mais oui, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, on fait pas campagne différemment, on demande pas aux gens de voter pour un groupe pour après faire changer ce groupe quand ça les arrange. Enfin, pour moi, ça c'est vraiment une aberration de juste des magouilles politiques. Voilà, donc ça m'a saoulée, en gros.
qu'on nomme Michel Barnier en Premier ministre, alors qu'il a rien à faire là, et qu'on nomme des personnes qui sont parfois plus souvent bien plus proches des idées du Rassemblement national que même du PS, c'est quand même un problème. Et donc aujourd'hui, je me suis dit que c'était un peu le moment de parler de tous ces... Pas tous, sinon on est là demain, mais de quelques-uns de ces phénomènes qui ont été nommés en septembre dernier, parce qu'on a quand même des sacrés spécimens. Hein. Franchement, je pensais pas pouvoir être plus déçue que je ne l'étais, et pourtant, les anciens et anciennes ministres, ils me manquent presque. Oh là là. Savez-vous qui est notre ministre de l'Éducation nationale? Non, mais laissez-moi vous la présenter. Nous avons Anne Genetet. Vous ne la connaissez pas? C'est normal, nous non plus. Plus sérieusement, c'est la ministre de l'Éducation nationale. Donc là, vous vous dites, ah, mais elle doit être prof, ou alors elle doit s'y connaître dans l'école. Bien écoutez, oui, elle s'y connaît très bien. En entrant dans ce ministère, je pense à mon arrière-grand-mère, je pense à ma grand-mère, je pense à ma belle-mère, je pense à ma tante, à ma sœur, qui furent toutes AESH, institutrices, professeurs, directrices d'école, principales de collège. Mais pas elle, hein. Anne Genetet est une docteure en médecine, qui a arrêté d'exercer depuis 2006, et qui était surtout une expatriée à Singapour, qui avait des objectifs très particulier. Elle avait notamment fondé une entreprise de formation pour aider à recruter ses helpers. C'est globalement des employés de maison, hein, qui sont souvent des jeunes filles immigrées à Singapour. Et elle donnait des conseils pour bien les recruter. Et elle a des objectifs qui vraiment sont complètement déconnectés de l'éducation nationale. Enfin là, elle s'est retrouvée parachutée là, probablement pour des enjeux politiques, du fait qu'elle est assez proche de Gabriel Attal, etc. Mais je trouve que le ministère de l'Éducation nationale, c'est pas n'importe quel ministère. Enfin, l'éducation nationale, c'est l'éducation d'un pays, c'est genre l'avenir. Et on met quelqu'un qui ne connaît rien. Ça ne matche pas. Mais si ça s'arrêtait là, à la limite, on se dit, bon, c'est vrai, c'est un des plus gros ministères, mais voilà. Ah mais non, ça ne s'arrête pas là. Nous avons ensuite probablement un des pires ministre, Bruno Retailleau. Qui est Bruno Retailleau? Notre ministre de l'Intérieur et de l'Immigration désormais. Pour vous donner une idée, c'est pas n'importe qui, hein. C'est l'ancien président des Républicains au Sénat. Concrètement, c'est un homme qui ne se cache pas, mais depuis des décennies, d'être anti-immigration, avoir des idées complètement xénophobes, d'être contre le mariage pour tous. Enfin, et on met cet homme à la tête du ministère de l'Intérieur. Comment vous dire que je m'interroge vraiment sur les choix de ce gouvernement, dans le sens où je rappelle que les gagnants, qu'on le veuille ou non, à la base, c'était le nouveau Front Populaire. C'était pas les LR. En fait, il y a tellement de trucs à dire sur ces ministres. Je vous conseille énormément toutes les vidéos qui sont géniales de Clément Viktorovitch. Il en a fait plein sur plein de ministres, sur l'état de la situation et tout, qui sont beaucoup plus détaillées que les miennes, qui font un peu peur et déprimer des fois, mais que je trouve très importantes, et je vous invite vraiment à regarder, notamment sur comment Bruno Retailleau remet en question l'état de droit, et ouvre la porte au fait de nier certaines libertés à des personnes qui sont plus opprimées que d'autres. Enfin, vraiment, c'est aberrant ce qui se passe actuellement. Et puis, pour revenir sur Elon Musk, parce que j'ai l'impression que Elon Musk ne quitte aucune des news actuellement. Notre ministre de la fonction publique, il y a public dans le nom, c'est Guillaume Kasbarian, l'homme à la moustache, vous voyez là. Et il est fan d'Elon Musk. Alors, parce que je sais pas si vous avez suivi, mais Elon Musk va être nommé comme ministre de la débureaucratisation, un truc du style, je sais plus exactement. Mais en gros, ils vont mettre des entrepreneurs plutôt que des politiciens pour gérer le fonctionnement de l'État américain et de l'administratif. Et notre ministre de la fonction publique trouve que c'est génial. Il a hyper hâte de travailler avec Elon Musk. Moi, je trouve que ça interroge, parce que Elon Musk, fonction publique, j'ai l'impression que c'est vraiment genre associer deux choses qui vont pas du tout ensemble. Genre un kiwi et du potimarron. Et encore, les deux sont bonnes, alors que là, les deux sont mauvais. Mais bon, je veux quand même dire que même dans le monde politique, il se passe quand même des trucs cool. Enfin, cool. Je sais pas si c'est le bon terme, parce que ça reste lié à des trucs pas cool. Mais typiquement, à l'Assemblée nationale, il y a un groupe d'amitié France-Palestine qui a été créé pour ouvrir peut-être des réflexions sur le fait de reconnaître la Palestine en France. En parallèle, même si c'est loin d'être fini, c'est quand même une bonne nouvelle, le rapporteur public a demandé l'annulation de projets d'autoroute et notamment de l'A69. Honnêtement, vu la situation actuelle, je ne pense pas que quoi que ce soit va changer.
Mais ça donne de l'espoir. Et ça fait un peu du bien parce que la vidéo n'était pas forcément très fun. Mais peut-être qu'on se dirige vers quelque chose de cool quand même, par moment. Quelques bribes. On va terminer avec ma petite recommandation culturelle. Je vais pas mal au cinéma en ce moment et j'avais envie de parler d'un film sur lequel je vous déconseille de vous jeter. Même si pour moi, enfin, j'ai adoré. Mais je suis entourée de gens qui l'ont détesté pour des raisons que j'entends. Mais je veux quand même en parler parce que ça m'a trop chamboulée. Enfin, vraiment, genre... En fait, j'ai vécu une expérience de dingue en voyant ce film. Donc, j'arrête de faire durer le suspense. J'ai été voir le film qui a obtenu le prix du meilleur scénario à Cannes cette année, qui n'est autre que The Substance. C'est un film qui est réalisé par une réalisatrice française qui s'appelle Coralie Farja, qui est concrètement très dégueu. Voilà, c'est un film de body horror, ils appellent ça. Voilà, je déteste les films d'horreur. Donc j'avais très peur avant d'aller voir ce film, mais tout le monde en parlait, c'est genre le truc du moment et tout. Je me suis dit, Pauline, affronte tes peurs. Et j'ai pas regretté. Juste, si vous avez peur des aiguilles ou du sang, déjà, mais n'y allez pas parce que je pense que vous allez juste passer un mauvais moment. C'est une expérience, mais j'ai jamais vécu ça. J'ai ressenti des trucs qui étaient... Oh, enfin, vraiment, je suis ressortie en me disant, qu'est-ce que je viens de voir? Je vous ai même pas expliqué le sujet du film. Globalement, donc The Substance, c'est un film qui parle un peu de la dysmorphophobie et aussi de ce que c'est de vieillir en tant que femme dans le monde d'Hollywood, etc. Donc globalement, on va suivre une femme qui est magnifique, vraiment, hein. Elle est incarnée par Demi Moore et je pense que c'est littéralement fait exprès, mais qui commence à vieillir doucement et donc elle se fait un peu exclure du monde des paillettes et des stars. L'impression se crée que ça veut dire que c'est plus une femme belle, qu'elle est moins sexy, moins stylée, moins attrayante qu'avant. Et elle entend parler de quelque chose qui s'appelle The Substance, qui est donc une substance qui permet de se créer un deuxième soi meilleur que soi-même. Le discours et le message qui passe n'est pas révolutionnaire, mais la manière de le faire l'est selon moi, et c'était très intelligent. Juste, ça peut être très dérangeant. Et en fait, j'ai l'impression que c'est soit les gens ont détesté, soit ils ont adoré. Et moi, c'est une expérience que j'ai jamais vécue et que j'ai adoré. Je trouve que ça fait du bien de voir des trucs nouveaux. Et c'était trop bien, voilà, juste waouh. Je ne peux pas garantir que vous l'aimerez, mais je peux garantir que vous aurez jamais vu un truc pareil. Et avec ça, je vais finir Société, il est 22h40. J'espère que ça vous a plu. Vraiment, j'ai l'impression que c'est super chaotique. N'hésitez pas à rebondir sur les sujets que j'ai évoqués, surtout que j'ai pas vraiment mis de conclusion, de messages, de solutions, d'interrogations. Mais toute cette vidéo en est une finalement. Quel est le sens de l'actualité? Quel est le sens de la société? C'est ce dont on a discuté. Merci!